Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Ici, on questionne notre contexte professionnel qui se transforme. L'occasion de sortir des recettes traditionnelles qui ne fonctionnent plus et de faire un pas supplémentaire au service d'un leadership unique, personnel et aligné. 2 fois par mois, je partage avec vous mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Ces hommes et ces femmes sont des dirigeants d'entreprise, des experts, des entrepreneurs, qui tous, dans leur vie professionnelle, interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ils et elles ont accepté de partager leurs expériences, et avec eux, je vous propose de questionner nos fonctionnements et de revisiter notre leadership. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Dans l'épisode précédent, nous avions une conversation avec Boutena Burkel sur l'enjeu pour les dirigeants de gérer les vulnérabilités de ses équipes, de les déceler, de les comprendre, de les gérer, et encore mieux, de les intégrer dans les pratiques managériales pour en faire des forces. Aujourd'hui, c'est toujours de vulnérabilité dont on va parler, mais de celle du dirigeant lui-même. L'enjeu pour lui, de repérer, de comprendre, d'assumer, et au final d'intégrer sa propre vulnérabilité dans son action de dirigeant. C'est fondamental et c'est d'ailleurs l'un des enjeux les plus souvent abordés dans les séances de coaching que je mène. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Marc Beretta. Je laisserai Marc se présenter rapidement dans un instant, mais ce qui m'inspire chez lui pour aborder ce thème aujourd'hui, c'est son parcours unique. Il est coach professionnel depuis 20 ans, avec des milliers d'heures d'accompagnement à son actif. Il est entrepreneur, fondateur d'une école de coaching, professeur affilié à HEC et ancien directeur de l'école de coaching d'HEC. Et il est en plus l'auteur de plusieurs livres passionnants sur le leadership. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Marc avait gardé depuis 20 ans toutes ses notes de coaching et de travail. Et je suis vraiment curieux de partager avec lui au moins une partie d'entre elles. Pour démystifier un aspect important du leadership et pour nous aider à identifier et à comprendre ces moments clés dans lesquels la vulnérabilité joue un rôle essentiel. Marc, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi, dans cette ambiance feutrée et dans ce calme ce matin. C'est avec grand plaisir. Dans les conversations et les épisodes de Chiche, c'est l'invité qui se présente lui-même en 1 minute. Et si tu le veux bien, j'aimerais bien que tu nous parles en particulier des moments dans ta carrière où tu t'es retrouvé vulnérable. Et aussi que tu partages la façon dont tu as pu accepter ces vulnérabilités pour rebondir et pour t'en servir. Écoute Marc, j'ai envie de te dire que je suis un homme heureux. J'ai eu 2 questions intéressantes récemment sur le sujet. La première, c'est est-ce que tu es né heureux ou est-ce que ça t'a pris du temps ? Et ma réponse, c'est ça m'a pris beaucoup de temps. Et la deuxième question intéressante que j'ai eue, c'est qu'est-ce qui te rend heureux ? Et j'ai répondu tout. Prendre le petit déjeuner le matin me rend heureux, me promener dans la nature me rend heureux, écouter de la musique me rend heureux. On dit que en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Pour moi, j'ai du bonheur plusieurs fois par jour. Voilà en quelques mots qui je suis. Pour parler de mes vulnérabilités, je vais partager avec toi et avec vous une récente. J'ai écrit plusieurs livres, 2 livres, comme tu l'as évoqué plus tôt. Et lorsque j'ai écrit le premier livre, tout était prêt, je l'avais fait relire, impeccable. Il fallait simplement trouver un éditeur, c'était l'étape d'après. Et en fait, j'ai eu un vide existentiel en me disant « Mais qui es-tu pour écrire un livre ? Mais qui va être intéressé par ce que tu dis ? Mais mon pauvre garçon, ça fait 20 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans qu'on sait déjà tout ça, mais pourquoi est-ce que tu écris un livre ?» Et du coup, effectivement, être prof, être directeur d'école de coaching, entrepreneur, instructeur de méditation, etc., tout ça, ça ne suffisait pas. Et du coup, il a fallu chercher, piocher dans mes ressources profondes, que j'ai fait en thérapie, bien sûr,
Ce sont des démarches très très difficiles à initier tout seul. Et en fin de compte, ce que je souhaite en retenir, c'est que, il y avait une quête vraiment de qui je suis, pourquoi je voulais écrire ce livre, et que 2, au bout du compte, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire qu'au début de la conversation, c'est moi le sujet, et à la fin de la conversation, ce qui est intéressant, c'est quel est le message que je souhaite transmettre. Et en fait, ce qui est important dans la transmission, c'est le contenu de la transmission. Et à la limite, que ce soit Jacques ou Monique qui transmettent l'information, on s'en fiche un petit peu. C'est intéressant parce que ta démarche, et merci de la partager, en tout cas cette vulnérabilité que tu as gérée et puis dont tu t'es servi, c'est exactement ce qu'on peut aussi calquer sur le dirigeant tous les jours, tous ces moments-là où il se dit peut-être finalement comment je transmets, comment j'embarque, comment mon leadership se caractérise. Et quand est-ce que, au cours de ta carrière, tu as réalisé finalement que ces moments de vulnérabilité, ça parlait de leadership? Parce que dans beaucoup de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, on voit, j'ai envie de te dire, 2 catégories de leaders. Première catégorie de leaders, c'est les leaders Superman, Wonder Woman, qui est pas très très réaliste et pas très bon pour les autres. Et la deuxième catégorie de leader, c'est le leader bisounours. Tout doit être beau, tout doit être gentil, ce qui est pas très réaliste non plus. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les coachings que je fais, les leaders me partagent surtout leur vulnérabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre Leadership Landmarks, c'est pour communiquer sur le fait que, en fait, les leaders sont des personnes comme toi et moi qui se questionnent, qui doutent tous les jours et qui ont beaucoup de vulnérabilité. Et du coup, j'écris ce livre autour de 3 questions. Quelles sont les principales vulnérabilités qui me sont remontées? 2, comment font-ils pour les surmonter? Et 3, quels enseignements on peut en tirer pour chacun d'entre nous, moi y compris bien sûr, parce que je ne suis ni plus beau ni plus intelligent que les autres. Et alors ces 3 points, on va les dérouler tout à l'heure dans la conversation, parce que en fait, à la lecture de ton livre, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Mais avant de rentrer dans le détail de ce que tu as pu observer chez les centaines de dirigeants que tu as accompagnés, j'aimerais commencer notre entretien sur quelques idées que tu développes à ce sujet et qui m'ont beaucoup intéressé. Parce que quand on décrypte ton approche et ta pensée sur le leadership, j'ai l'impression qu'on y trouve aussi quelques idées fortes, une sorte de fil rouge qui parle de vulnérabilité justement. Quand tu identifies les points de bascule dans le développement d'un leader, il me semble que tu mets en lumière des moments clés où cette vulnérabilité devient le levier de transformation. Et la première idée forte que j'ai retenue, qui est présente tout au long de l'ouvrage, c'est que la vulnérabilité devient un passage obligé vers un leadership plus mature. Jung dit la réalisation de l'être humain, c'est pas la recherche de la perfection, mais c'est la recherche de la plénitude. Je trouve ça absolument magnifique. La perfection est une quête vaine. L'excellence, on peut s'y rapprocher, la perfection non. Tout simplement parce que l'humain n'est pas parfait. Le fait de l'accepter, d'accepter qu'on a des hauts et des bas, d'accepter que parfois, dans certaines circonstances, on n'est pas très très bon, etc. En fait, ça nous libère. Et qu'est-ce que c'est la plénitude? Si on ne recherche pas la perfection, c'est la plénitude. Qu'est-ce que c'est la plénitude? En fait, c'est jouer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait 15 ans que je joue bleu. Ok, peut-être que ça allait sur les 15 dernières années. Et si tu jouais une autre couleur? Et si tu jouais vert? Et si tu jouais violet, etc. Donc la plénitude, c'est la quête d'ouvrir sa palette et de se dire, voilà, je joue bleu parce que la situation et les personnes qui sont en face de moi l'exigent. Par contre, je suis capable de jouer vert dans 1 heure, de jouer bleu dans 2 heures, de jouer violet ou rose dans 3 heures, etc. Du coup, oui, la vulnérabilité
doit être d'abord accepté pour combattre l'idée de la perfection, qui a fait pas mal de tort, je trouve. Et puis ensuite, une fois qu'on a accepté ces imperfections, à ce moment-là, on peut développer, être capable de jouer plusieurs couleurs de son arc-en-ciel. Ce que tu me dis, et parce que tu les as mentionnés aussi un petit peu plus tôt dans notre conversation, des super-héros. En fait, le dirigeant qui se positionne un peu comme un super-héros. En fait, ça me fait penser aux héros Marvel. Et c'est vrai que quand on réfléchit, ils sont souvent associés à l'invulnérabilité justement, mais dans la vraie vie, tous ces héros qu'on admire, ils ont des failles, et c'est ça qui les rend encore plus héroïques. Batman, par exemple, c'est après l'assassinat de ses parents qu'il devient justicier. Iron Man, c'est parce qu'il est menacé par des éclats de métal proches de son cœur qu'il va s'inventer une armure super puissante. Ou Spider-Man, je sais pas, c'est parce qu'il est rongé par le remords d'avoir laissé échapper un criminel qui avait assassiné son oncle, je crois, ou quelqu'un de sa famille, qui devient justicier. En fait, ce que tu dis, ça m'inspire le fait qu'en fait, c'est justement accepter les failles et en faire quelque chose qui est important. Absolument. Je vais te donner un exemple très précis. J'interviens dans une entreprise où je passais toute la semaine avec des cadres de l'entreprise, et le directeur général de cette entreprise devait faire la conclusion. Et je m'attendais naïvement à une conclusion classique, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts. Et contre toute attente, le directeur général partage ses vulnérabilités, partage les échecs qu'ont connus l'entreprise et partage en quoi il a pu construire sur ces vulnérabilités. Et moi, ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est qu'en fait, les salariés de l'entreprise, les cadres de l'entreprise, étaient remontés comme une pendule à la fin du discours. Ils étaient pleins d'énergie. Et du coup, je me dis, c'est vraiment fort, parce que non seulement c'est vrai individuellement, mais c'est aussi vrai collectivement. Acceptons aussi collectivement nos imperfections pour être capable de les dépasser et de les surmonter ensemble. Alors la vulnérabilité comme un passage obligé, comme quelque chose qu'on accepte et qui nous révèle. Il y a une deuxième idée forte que j'ai retrouvée dans beaucoup de tes interventions et aussi dans tes livres. C'est celle d'un dialogue intérieur. Alors moi, ça me parle carrément, parce que chez Osiris, on accompagne nos coachés au travers de l'intelligence de soi, une approche qui repose beaucoup sur ce dialogue intérieur qui a été développé initialement par Hal et Sidra Stone il y a quelques années. Et cette autre notion transverse donc dans ton approche, c'est que chaque leader porte en lui des tensions, des croyances limitantes, des aspirations non exprimées. Et c'est probablement la raison qui fait que beaucoup de dirigeants que tu accompagnes sont un peu perdus. Et c'est aussi ce qui te fait dire qu'apprendre à les écouter, ces tensions, transforme son action extérieure, son impact. C'est ça le dialogue intérieur ? Oui, en fait, le dialogue intérieur, ça consiste à dire que il y a une personne avec qui je vais passer le reste de ma vie, c'est sûr, c'est moi-même. Du coup, tant qu'à faire, faisons en sorte que cet accompagnement de moi-même se passe le mieux possible et que je puisse d'abord m'accepter, on l'a dit tout à l'heure, essayer de me comprendre, et puis de comprendre comment je m'interface avec les autres, comprendre ce que j'aime chez les autres, ce que j'aime pas chez les autres. En psychologie, on dit qu'on ne parle que de soi, la plupart du temps on ne parle que de soi, et ce que j'aime chez toi, c'est ce que j'aime chez moi, et ce que j'aime pas chez toi, c'est les choses que j'ai pas réglées chez moi, parce que si je les avais réglées, ça me gênerait pas. Du coup, le fait de se poser la question, il y a vraiment Gérard qui m'enquiquine là. En fait, qu'est-ce qui révèle de chez moi que je n'ai pas réglé ? Pour moi, le dialogue intérieur, c'est être capable d'abord de dire stop à la course effrénée que nous menons tous, moi y compris bien sûr, et être capable de mûrir, et de faire preuve de sagesse par rapport à ce qui nous entoure, et de voir que tout est source d'apprentissage en permanence.
Pour continuer sur ce dialogue intérieur, ça me fait souvent penser en fait à ces situations de coaching ou même personnelles où en fait dans un dialogue il y a des voix, il y a des personnalités et où finalement à l'intérieur de moi-même face à certaines injonctions qu'on appelle souvent contradictoires, il y a deux parties de moi qui ont envie de prendre des chemins différents. Est-ce que c'est ça aussi dans l'accompagnement des dirigeants que tu mènes, c'est les aider ou les aider à se débrouiller avec exigence et bienveillance, discipline et autonomie. En fait, ces moments où on a justement des personnalités ou des parties de soi-même qui sont face à des choix. Oui, et de mon expérience, quand j'hésite entre A et B, la solution, la meilleure, c'est C. C'est la solution à laquelle je n'avais même pas pensé et par curiosité, par ouverture d'esprit, je peux me décrocher de l'idéal du moi, parce que l'idéal du moi m'oblige à me dire il faut que ce soit A ou B, A ou B, A ou B, et souvent la meilleure solution c'est C. Du coup, ouvrons les horizons des possibles et créons des prises de conscience pour éclairer des zones d'ombre que je ne peux pas voir, parce que je suis moi avec moi-même et je me pose toujours les mêmes questions. Comme je me pose toujours les mêmes questions, j'arrive toujours aux mêmes réponses. Et le coaching me permet de créer des prises de conscience pour éclairer des zones d'ombre. Moi, j'étais vraiment surpris de découvrir à quel point, à travers mes 20 ans de coaching, à quel point les dirigeants ne se connaissent pas bien et c'est une quête pour eux. Et parfois, les dirigeants sont perdus. C'était vraiment une découverte que j'ai faite en récupérant toutes mes notes. Donc la conscience de soi, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est la base, c'est la connaissance de soi. Et si je m'accepte mieux, je suis capable de faire une meilleure relation avec toi parce que j'ai une grille de lecture pour moi. Si j'ai une grille de lecture pour moi, j'ai une grille de lecture pour toi. Et ce que j'aime et ce que je reprends souvent, c'est ce que tu viens de dire, c'est en fait finalement dans les relations en entreprise, dans les relations, toutes les réactions qu'on a avec les autres, elles parlent d'abord de soi-même. Et la question, c'est probablement celle-ci, c'est quand tu m'énerves, quelle est la partie de moi, pour reprendre peut-être ce dialogue intérieur que tu mentionnais avant, qui est énervé et qu'est-ce que ça dit de moi ? Absolument. Maintenant qu'on a posé ce contexte, qui parle bien entendu aussi très précisément de leadership, je te propose de rentrer un peu plus concrètement dans ce que tu as appris en 20 ans d'accompagnement du quotidien des dirigeants et de ces aspects clés du parcours de ces dirigeants qui vont bien entendu nous parler de vulnérabilité, de ce que tu appelles les leadership landmarks. Alors, on pourrait traduire littéralement peut-être par point de repère ou jalon. Mais j'ai l'impression que ce dont tu parles, ce sont plus des étapes clés ou des repères fondamentaux sur le chemin du leadership. Et c'est là justement qu'on touche au sujet des vulnérabilités du dirigeant et de la façon pour lui d'en faire quelque chose, d'en tirer le meilleur. C'est bien ça le décryptage que tu proposes ? En fait, le décryptage que je propose, d'abord, ça n'est pas un modèle. Parce que, qui suis-je pour dire que j'ai trouvé le modèle de leadership ? Je trouve que l'idée est très présomptueuse. Plutôt que de parler de modèle, j'ai préféré parler de landmarks ou de points de repère. Moi, j'aime beaucoup ton expression point de repère, parce que c'est vraiment ce dont il s'agit. Et du coup, pour me prémunir de mes propres biais, j'ai repris toutes mes notes de 20 ans de coaching autour de la question suivante: quelles sont les principales vulnérabilités qui me sont remontées ? Et à partir de là, comment les surmonter ? Et effectivement, j'ai identifié des points clés, des points de repère qui aident, qui peuvent aider et qui aideront, j'espère, les leaders dont le monde a besoin demain pour tout simplement un meilleur éclairage du monde. Alors ces points de repère, ces jalons, il y en a plusieurs et il y en a un que tu appelles agility ou agilité qui m'a particulièrement intéressé. Cette ouverture au changement, cette gestion de la complexité, en quoi cette notion d'agilité, qui est connue souvent et étudiée, en quoi cette agilité, est-ce qu'elle parle de vulnérabilité du leadership ? Et en quoi, d'après ton expérience, est-ce qu'elle permet d'avancer ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que si nous ne sommes pas agiles,
nous sommes morts, tout simplement. Et que le monde aujourd'hui nécessite cette agilité. Alors, agilité, ça ne veut pas dire courir dans tous les sens. Je vais simplement te donner un exemple. J'ai rencontré une femme dont le CV est absolument extraordinaire. Elle a commencé chez McKinsey à New York, ensuite elle a travaillé dans telle grande entreprise en Suisse, etc. Et je lui dis, quel parcours tu as vraiment, je suis très 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 impressionné. Et elle me répond, oui, mais j'ai passé ma vie à répondre aux attentes des autres, et faisant ceci, je me suis perdu. Je me suis dit, ah là là, qu'est-ce que c'est triste. Donc je pensais, mon rêve, c'était d'avoir un CV comme celui-ci, et finalement, je me dis, finalement, est-ce que c'est tant un rêve que ça ? Pourquoi je te raconte cette histoire-là ? Parce que il ne s'agit pas de se perdre soi-même. Il s'agit d'être comme un roseau, c'est-à-dire à la fois avec des racines très profondes sur mes valeurs, sur mes aspirations de vie, sur ce qui me fait lever le matin, sur mes motivations. Ça me permet d'être ancré pour éviter de me perdre. Mais en même temps, il faut être comme un roseau extrêmement souple pour m'adapter aux circonstances. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et cette agilité-là, par rapport aux nouvelles générations, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la complexité, c'est le quotidien des dirigeants que j'accompagne. Et du coup, cette agilité, c'est comment faire face au changement, comment faire face à cette complexité du monde que nous avons aujourd'hui. Et alors, quand tu accompagnes ces dirigeants et quand justement c'est d'agilité dont il s'agit ou de vulnérabilité, parce que c'est un effort, c'est une adaptation, qu'est-ce qui explique justement cette difficulté ? Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça parle aussi de reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses, s'exposer à de l'inconfort, à improviser, accepter du doute ou de l'erreur. Ça veut dire aussi peut-être sortir de ses routines mentales. Avec ton expérience, qu'est-ce qui fait que ça, c'est compliqué pour les dirigeants ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est très dur pour un dirigeant, une fois qu'il a pris un cap, de dire « je me suis trompé ». Tout simplement parce que c'est reconnaître que j'ai fait une erreur, c'est reconnaître que ce que je vous avais dit tous, c'était une super idée, c'est finalement pas une si bonne idée que ça. Donc, le premier élément, c'est être capable de se remettre en question et puis d'accepter que la décision que j'ai prise il y a quelque temps, peut-être qu'elle était bonne, peut-être qu'elle n'était pas si bonne que ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que embarquer les équipes n'est pas facile. Du coup, pour répondre à ta question, ça vient, sur la difficulté à se remettre en cause, inhérente non seulement aux leaders, aux dirigeants, mais à tout à chacun, donc être capable de se remettre en cause en permanence, et deux, être capable de le communiquer à son entourage, aux équipes, pour évoluer. Je vais te donner un exemple. Un cadre que j'ai accompagné récemment me dit écoute, mon patron, c'est difficile de savoir le cap à tenir parce que j'ai l'impression que c'est pas clair. Et je lui ai répondu, mais tu sais, c'est peut-être pas clair pour lui non plus. Du coup, pour rebondir sur ta question, c'est d'accepter que je n'ai pas réponse à tout. Et l'accepter pour soi et surtout être capable de le partager avec les équipes. Dans ce parcours, dans ces jalons, dans ces landmarks, il y a un autre passage obligé, ou en tout cas il y a un autre point de repère, pour reprendre ton vocabulaire, qui parle aussi de leadership et de vulnérabilité, et c'est celui de l'exigence. Ici, on touche probablement à quelque chose qu'on voit aussi souvent quand on accompagne en coaching, c'est le rapport du leader ou du dirigeant à la performance, à la rigueur, à l'ambition. C'est ça, ce moment où l'exigence parle de nous rend vulnérables et qu'il faut dépasser pour avancer ? En fait, il y a un auteur qui dit « Le pire de la médiocrité, c'est qu'on finit par s'y habituer ». Alors j'aime beaucoup cette phrase. Et en fait, c'est ça, c'est que
un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, finalement, ça donne des drames. J'ai des exemples très concrets d'entreprises qui se sont laissées manger par bon, écoute, c'est pas très très grave, on va le faire à 10h, bon, on va le faire à 10h30, bon, on va le faire à 11h, etc., etc. Et puis ça se décale. Leadership, ça veut dire être exigeant par rapport à soi, être exigeant par rapport aux autres, d'avoir un cap. Et de mon expérience, les leaders qui marquent ont cette exigence. Je dois t'avouer que cette notion d'exigence que tu décris, que tu détailles là, c'est quelque chose qui m'a semblé, à première vue, un petit peu éloigné de la vulnérabilité, parce que l'exigence, c'est finalement ce qu'on pose, ce qui nous fait avancer et ce qui nous positionne peut-être comme le leader, comme tu viens de le dire. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'exigence, c'est probablement un espace où la vulnérabilité existe, mais je me demande si elle n'est pas souvent cachée. Il y a beaucoup de dirigeants, il me semble, qui construisent leur identité sur « je suis exigeant, donc je suis légitime ». Mais derrière cette armure, et on le voit bien dans les accompagnements, se cache parfois la peur de ne pas être à la hauteur, l'angoisse de décevoir, la difficulté à s'autoriser une erreur ou même une pause ou un petit peu d'indulgence. C'est ça le lien entre l'exigence et le sujet de la vulnérabilité assumée pour le dirigeant ? C'est absolument ça. Et le trop cache souvent un pas assez. Et effectivement, des personnes qui peuvent se révéler pour un œil externe très exigeant, etc. Quand on a ces personnes-là en coaching, effectivement, il y a derrière pas assez de confiance en soi, pas assez d'estime en soi, etc. Et c'est absolument le lien. Et quand on a fait un petit peu la paix avec le syndrome de l'imposteur, la quête de la perfection absolue, etc., on arrive à une exigence saine et pas une exigence à tout prix qui amène parfois à des excès. Je vais te donner un exemple. J'ai accompagné un dirigeant qui gère des milliards et qui s'appelle, que nous allons appeler Gérard, qui a un nom d'emprunt. Gérard était quelqu'un de extrêmement exigeant, mais à tel point que dans son équipe, c'était burn-out après burn-out. Il usait les personnes les unes après les autres. Je pourrais te parler des heures du cas de Gérard, je vais te donner juste quelques exemples. Le premier exemple que je souhaite te donner, c'est, j'ai dit à Gérard, tu sais Gérard, ce que tu peux faire le matin, quand tu arrives le matin au travail, tu demandes à tes collègues, bonjour, comment ça va ? On va voir ce que ça va donner. À la fois prochaine, je dis, alors Gérard, comment ça s'est passé ? Gérard me dit, bonjour, ça allait, mais comment ça va ? C'était dur. Parce que j'en ai rien à faire. On est là pour bosser. Deuxième exemple que je peux te partager avec toi, j'ai dit à Gérard, tu sais ce que tu peux faire, demander à tes collègues ce qu'ils pensent de toi. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée, je vais leur demander. Séance suivante, comment ça s'est passé ? J'ai une bonne, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, c'est quoi la bonne nouvelle ? J'ai fait ton exercice, j'ai posé des questions. Ah, très bien. C'est quoi la mauvaise ? Ils n'ont pas voulu me répondre. Ah, est-ce que tu acceptes que je partage avec toi une hypothèse ? Oui. Moi, je pense que tu leur fais peur. Sa réponse du tac au tac, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'en ai rien à cirer. Pourquoi je te partage ça ? Parce qu'il y a eu un déclic. Et c'est là où la cuirasse s'est percée. À partir d'une question que je lui ai posée. Je lui ai dit, Gérard, t'es fort ? Ah oui, je suis fort. T'es efficace ? Ah oui, je suis efficace. Gérard, comment peux-tu dire que t'es efficace alors que 50%, près de 50% de ton équipe est en burn-out ? Il me dit, ah, tiens, c'est pas bête ça. Et je lui dis, écoute, réfléchis Gérard. Et en fait, il a eu un changement radical grâce à cette prise de conscience sur cette fragilité-là.
Et la dernière phrase qu'il a dit en clôture du coaching aux associés, il a dit « Je ne veux pas être la personne par qui le mal arrive. » En fait, Gérard, derrière un gros costaud, en fait, c'est une personne fragile. Et en fait, derrière cette cuirasse, c'était un garçon gentil, et il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais il avait un niveau d'exigence tellement élevé que personne ne pouvait tenir. Et aujourd'hui, il est souriant, et il dit bonjour en arrivant au bureau. C'est possible. Et ça illustre parfaitement cette vulnérabilité souvent cachée, cette armure dont on parlait, de cette posture « je suis exigeant, donc je suis légitime ». Cette idée de collectif que tu mentionnes, d'embarquer, d'inspirer, qui est dans l'ADN du leadership, c'est aussi quelque chose que tu places sur le chemin, les landmarks, ces repères et ces jalons que tu poses et que tu expliques aux dirigeants aussi pour gérer leur vulnérabilité. Et on arrive à quelque chose que tu appelles la covision, il me semble. Absolument. Cette covision, c'est le fait de partager une vision commune, justement, de donner du sens au travail collectif, de renforcer la cohésion d'équipe. Absolument. Et probablement, pour reprendre aussi cette notion de dialogue intérieur dont on parlait un petit peu plus tôt dans la conversation, c'est aussi quelque chose qui est compliqué pour le dirigeant à gérer, parce qu'il est traversé par une tension, probablement l'intention de porter une vision forte, et l'attention de l'ouvrir aux autres. C'est ici aussi que la vulnérabilité s'invite ? Absolument, c'est tout à fait ça. Je vais te donner un exemple précis. J'accompagne une personne là, et il me dit, voilà, c'est notre vision, il faut qu'on y arrive. Et ce qu'on lui reproche, peut-être c'est l'origine de ce coaching, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être assez à l'écoute des autres et d'imposer une vision, justement, et de ne pas être assez à l'écoute des autres pour, justement, tirer. Et la personne à l'origine de ce coaching dit « Mais tu dois être épuisé à tirer toute la journée. Peut-être que tu devrais laisser émerger les choses. » Par contre, pour laisser émerger les choses, 1, il faut reconnaître que je ne suis pas tout puissant. 2, reconnaître que je n'ai pas réponse à tout. Et 3, accepter que peut-être en ouvrant un petit peu l'espace du débat et de la discussion, de reconnaître que 1 + 1, ça peut faire 3. Et en l'occurrence, on l'a pratiqué ensemble, enfin il l'a pratiqué. Et lors de leur dernière section de séance de coaching, il me dit écoute, ça marche, c'est incroyable. Je leur ai dit comment on va faire. Ils avaient plein d'idées, donc c'est super. Et du coup, il ne s'agit pas il ne s'agit pas de dire que c'est mon idée alors que c'est pas mon idée. Il s'agit de dire c'est une idée collective. Par contre, je suis là pour. Il s'agit de dire en fait, je suis le garant de cette idée. Portons-la tous ensemble. Et du coup, on embarque bien plus les personnes avec une philosophie comme ça, plutôt que de dire je suis plus intelligent que toi et je sais ce qui est bon pour toi. Ce qui marchait il y a quelque temps, et je suis pas sûr que ça marche tellement aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode de Chiche, et traditionnellement, c'est le moment où je reprends notre conversation. Et j'essaie de reprendre ce que tu as partagé avec nous, mais avec mes mots. Une façon forcément subjective de reprendre ta pensée, telle que je l'ai reçue durant notre entretien, ma façon aussi de te restituer cet échange passionnant. Alors en conversant avec toi, j'ai retenu plusieurs choses. D'abord, j'ai retenu de notre conversation que c'est pour chacun, pour chaque dirigeant, un voyage, un chemin, que gérer ses vulnérabilités, c'est un parcours. Et toi, sur ce parcours, tu identifies ce que tu appelles des landmarks, qui sont finalement à la fois des repères et des passages incontournables. Des repères qui permettent de se situer, un peu comme Ulysse qui utilise des phares ou des étoiles pour s'orienter, pour pas se perdre, mais aussi des passages incontournables, des lieux intérieurs à visiter, et si l'on veut grandir,
qu'on ne peut pas contourner. Une autre chose que notre conversation m'inspire, c'est que la vulnérabilité du leader, elle devient une porte d'entrée pour l'intelligence collective. En fait, c'est comme si il fallait oser se montrer inachevé pour faire naître une vision qui a du souffle, justement parce qu'elle est portée à plusieurs. Et c'est dans cette partie instable, vulnérable, on pourrait même dire peut-être dans ce vide qui effraie autant de dirigeants, que les autres peuvent oser penser, sentir et agir avec nous. Enfin, notre conversation m'a aussi mis sur la piste d'une autre définition du leader. Une définition qui résonne beaucoup au moment où je te parle. Avec toi, le leadership, ça devient un chemin d'acceptation. Accepter ce que je ressens, sans honte. C'est un chemin de régulation. Gérer mes réactions, mes projections, mes défenses. Et enfin, un chemin de responsabilité. Qu'est-ce que j'en fais ? Quel choix je fais dans mon impact, dans mes relations ? En fait, je termine cette conversation avec une définition du leader qui pourrait être le leader, c'est quelqu'un qui a accepté sa vulnérabilité et qui en a fait quelque chose. Alors c'est magnifique et c'est mon message. C'est mon message et en fait c'est un message d'espoir. Et les leaders peuvent nous montrer le chemin aussi pour surmonter leur propre vulnérabilité. Merci beaucoup Marc de nous avoir montré ce chemin, en tout cas parlé de ce chemin et de nous avoir rappelé que justement les vulnérabilités dont on ne sait pas quoi faire parfois, elles sont là au service des autres, au service de soi-même et qu'elles nous permettent d'avancer sur ce chemin. Merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Jauget ou par email à l'adresse chiche@marcjauget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.